Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle consultation sportive. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kevin Koubemba, attaquant expérimenté de 30 ans qui joue actuellement au Liban. On espère que son parcours vous plaira et on vous souhaite un bon visionnage. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la consultation sportive. Aujourd'hui nous accueillons un invité de marque, donc Kevin Koubemba, actuellement attaquant au Liban. Donc on va essayer de retracer sa carrière, retracer son parcours. Donc depuis la formation jusqu'à aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment il en est arrivé là et un peu son cheminement. Donc, on va commencer avec la première question, la basique. Peux-tu te présenter, donc d'où tu viens, où as-tu commencé le foot et si tu avais des idoles, des modèles? Alors, moi, c'est Kevin Koubemba. Je suis né à Coulommiers dans le 77, la région parisienne. J'ai commencé le football dans le club de ma ville, à Coulommiers, donc jusqu'à de mes 7 ans jusqu'à mes 13 ans. Après, je suis parti à Amiens, donc on y reviendra, pardon. Mais mes idoles, quand j'ai grandi, moi, j'étais fan de Ronaldinho, même si c'était pas forcément mon poste ou mon style de jeu. À l'époque, quand on est petit, on s'identifie à ce qu'on voit, ce qu'on aime, donc c'était plus ça. Après, j'ai toujours aimé les attaquants comme Drogba, Djibril Cissé, ça, c'est des attaquants qui m'ont marqué. Du coup, donc, tu as parlé de Ronaldinho, même si c'est pas forcément ton poste. Donc, est-ce que tu peux rappeler aux gens quel poste tu joues? Bah écoutez, moi, c'est un problème avec la caméra. Moi, j'ai toujours joué attaquant, donc depuis petit, j'ai toujours été formé en tant qu'attaquant, en tant que joueur offensif. Après, j'étais beaucoup aussi sur ailier gauche, milieu gauche. J'ai toujours eu cette casquette-là de pouvoir jouer plusieurs postes, donc qui m'a suivi tout au long de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà quoi. Ok. Du coup, on commence donc par tes débuts. Donc tu signes à Amiens en formation. Comment ça se passe quand tu signes à Amiens? Est-ce qu'ils vont te chercher? Est-ce qu'il y a un recruteur? Ouais, Raconte-nous bah, la signature. ouais, quand Et à Amiens, je jouais à Coulommiers dans le club de ma ville, donc j'étais avec ma famille, avec mes amis, mes proches, et il s'avère que un jour, il y avait un essai pour le club d'Amiens, parce qu'ils nous supervisaient. On avait la chance d'avoir une superbe génération, en tout cas dans notre ville, on avait une super génération, et moi j'étais surclassé avec les plus âgés, donc les 92. Moi je suis en génération 1993. Donc un jour, on est parti à Amiens, on était quatre, on est parti à Amiens une journée d'essai. Et donc, à l'époque, ils n'avaient pas encore de centre de formation. Donc, et moi, j'étais trop jeune. Donc, ils ont dit qu'ils allaient me suivre pour l'année d'après. Donc, l'année d'après, ils m'ont suivi. Je suis reparti faire des tests. Et je crois que c'était vers janvier, si je me rappelle bien. Le temps, il est long. Mais après, donc, j'ai été pris. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que j'étais pris. Et j'étais très content. Mais la petite anecdote, c'était que j'ai failli ne jamais aller à Amiens parce qu'en même temps, j'avais fait un essai pour aller à Niort. Hmm. Et à l'époque, en Ligue 2, c'était un bon club avec un bon centre de formation, etc. Et aussi, il me voulait. Donc, le directeur à l'époque du centre de formation s'est déplacé jusqu'à Coulommiers dans 77. Il est venu chez mes parents. Ils m'ont dit qu'ils me voulaient et tout, mais comme j'avais déjà dit oui à Amiens, donc je suis parti à Amiens, mais j'ai failli ne jamais aller à Amiens. En tout cas, j'avais deux options sur la table et j'ai choisi Amiens parce que j'avais déjà dit oui et que tout s'était bien passé. Tu dis que tu es venu avec trois de tes coéquipiers. Tu sais ce qu'ils sont devenus? Tu es toujours en contact avec eux? En contact avec eux. Après, d'ailleurs, il y a un de mes coéquipiers qui s'appelle Youssouf Niakate qui joue aujourd'hui à Dubaï, qui a joué Ah oui. en Arabie Saoudite 5 ans. Donc, c'est vraiment mon ami d'enfance. On est toujours en contact, on se parle tous les jours. Donc, après, les autres, malheureusement, n'ont pas eu de carrière dans le football, mais on est toujours en contact et on se voit dès qu'on a l'occasion. Et oui, Youssouf Niakate qui a une carrière et qui fait sa très belle carrière et je suis très content pour lui. Donc quand tu signes à Amiens, tu as genre 14 15 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais l'année de mes 14 ans parce que je passais en troisième. Donc, j'ai fait ma troisième là-bas. Donc, après, je suis arrivé à Amiens à l'époque. Le centre de formation, il allait être fini. Donc, j'étais en internat dans un lycée. C'était un internat, mais j'allais au collège et je m'entraînais tous les jours. Mais après, l'année d'après, j'ai intégré le centre de formation parce qu'il était fini, le centre de Ok. formation, en fait, l'année d'après. Du coup, en gros, tu joues en. Donc, tu arrives en U15, c'est ça? Putain, à l'époque, c'était 14 fédéraux. Ah oui, oui, Donc, d'accord, ouais. l'époque, c'était 14 fédéraux, donc je suis arrivé l'année des 14 fédéraux.
Maintenant, c'est l'équivalent, je pense, de oui, de U14 ou U15. Je sais pas comment ça se passe maintenant. Mais c'était ça. Et donc, c'était l'année des 14 fédéraux. Moi, je suis arrivé à Amiens, donc l'année de ma troisième, en tout cas, de la scolarité, parce que j'ai passé le brevet. Et voilà, c'est cette année-là, ouais. 2006, fin 2006, ouais. Parce que mon Et, frère, il est né en mai, en mai 2006, donc je me rappelle. et, au moment de cette signature à Amiens, comment tes parents réagissent? Ils te laissent partir? On sait que c'est difficile pour des parents de laisser son fils partir, surtout à cet âge-là. Donc, comment ils réagissent? Ouais, Est-ce qu'ils te font confiance? bah, en fait, si tu veux, moi, si vous voulez, moi, j'ai toujours dit à ma mère depuis que je suis petit que je voulais être footballeur professionnel. Donc, après, des fois, il y a toujours le rêve et la réalité. Mais j'ai eu la chance de pouvoir au moins de pouvoir avoir des opportunités pour y parvenir. Donc, ma mère, elle a compris à l'époque, elle a compris les tenants et les aboutissants. Et puis, elle a posé quand même beaucoup de questions pour savoir. Non, elle était inquiète, bien sûr, mais elle m'a laissé partir sans trop de problèmes, en tout cas, à l'époque. Ok. Du coup, donc tu fais donc tes premières saisons à Amiens. Donc c'est 14 fédéraux. Après, c'est quoi la catégorie d'au-dessus en nationaux? Après 14 fédéraux, bah, il s'avère que moi, je signe mon contrat aspirant de 3 ans. Ah oui, Donc, au milieu d'année, je signe un contrat de 3 ans. C'est à l'époque, c'était un contrat aspirant. Je ne sais pas si ça se fait maintenant encore au centre de formation. je crois. Donc après, je signe moi mon contrat aspirant de 3 ans. Et l'année d'après, c'est U16 nationaux. Ah Il y a oui, U16 nationaux. À l'époque, il y avait 15 DH pour ceux qui jouaient pas, qui n'étaient pas sélectionnés pour les U16, parce que l'U16, c'était sur deux catégories. Il y avait aussi la génération 92, donc ça englobait plusieurs années. Donc moi, j'ai joué en U16 nationaux et au milieu d'année, je suis passé avec les 18 nationaux. Donc j'étais surclassé de jouer avec des gens qui avaient 3 ans de plus que moi. ah oui, Donc voilà, mais c'était ça la catégorie du dessus. Ma catégorie de base, c'était U16 nationaux. Donc j'ai commencé en U16 et après, à la fin de l'année, j'étais avec les 18 nationaux à l'époque. d'accord. Et est-ce que en plus enfin déjà tu jouais donc t'étais dans un centre de formation et en plus de Ouais. ça donc tu jouais contre des joueurs qui avaient 3 ans de plus que toi. Est-ce que durant donc ces années-là, tu as ressenti de la pression quand tu étais au centre de formation? Bah, franchement, pour vous dire la vérité, non, pas trop de pression parce que déjà à l'époque, on est jeune. Donc, comme on est jeune, tu sais, on est plus insouciant. Donc, on se met moins de pression. Et donc, je ne ressentais pas vraiment de pression. Bah, je prenais les choses comme elles venaient, en fait. Ouais. Donc, OK, demain, on m'appelle pour me dire avec des générations qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et ben, écoutez, bah, je suis là. Et pour la petite anecdote, et ben, le premier match, et ben, c'était contre le Stade Rennais à l'époque des générations 90. Donc, ils avaient des très gros joueurs. Pas les Mvila et tout, mais ils avaient des très gros joueurs. Et je rentre 15 minutes et il y avait 0-0 et je marque et on gagne 1-0. Pour continuer avec la pression, on entend souvent, surtout à notre époque, des jeunes en centre de formation qui disent que la relation avec les autres joueurs du centre de formation, elle est compliquée car il y a la réalité du terrain, donc la compétition, mais comme vous êtes tous les jours ensemble, il y a une sorte d'amitié qui contraste avec la rivalité sur le terrain. Donc comment toi tu l'as ressenti? Bah, après, c'est vrai que moi, je me réfère pas forcément en termes de, je sais pas si on est aligné sur les termes d'âge ou les termes de mentalité, mais c'est vrai qu'à l'époque, on voyait plus ça comme, bien sûr, il y avait de la compétition, il y avait de la concurrence parce que le jeu fait qu'il y a 11 places sur le terrain pour une équipe de 23 ou 24 gamins qui aspirent à être footballeurs professionnels, à en faire leur métier, à être les meilleurs. Mais nous, à l'époque, en tout cas de ma génération, en tout cas de moi personnellement, je voyais plus le truc comme qu'on était une bonne d'amis. Généralement, on s'entendait tous plutôt bien. Et puis, on mesurait pas forcément les enjeux. Je pense que la différence avec les générations de maintenant, c'est qu'ils mesurent très tôt les enjeux. Donc, ils sont beaucoup plus attirés par ce qu'il y a ensuite, le fait les échelons qui sont les étapes à franchir, etc. Donc, nous, on était beaucoup plus relâchés dans la tête. On était beaucoup plus dans le moment présent, si je peux dire. Donc après, en tout cas, personnellement, moi, on voyait ça comme un groupe d'amis qui sont là, qui aspirent bien sûr à être professionnels, mais qui profitent du jeu, qui aiment le jeu et qui jouent au football, quoi.
Et tu penses que les réseaux sociaux, ça joue en ce moment à notre époque où les jeunes, il y a énormément de rivalité Énormément. Je trouve que les réseaux sociaux, même des fois les parents pour certains, qui poussent un peu l'enfant beaucoup plus que ce qu'il devrait ou qui l'encadrent. Encadrer, c'est toujours bien, attention, il ne faut pas se méprendre, mais il y a beaucoup de parents qui maintenant qui poussent les enfants, à faire du foot, à voilà, être les meilleurs, aller voir les coachs, pourquoi ils jouent pas et tout. En tout cas, nous, à notre époque, en tout cas, moi, je veux pas sonner vieux parce que j'ai 31 ans, je ne me considère pas si vieux que ça. Mais à nos époques, les parents ils n'allaient pas voir les parents pour demander au coach, un coach qui est agréé d'un centre de formation, demander pourquoi ton fils il joue pas ou ton enfant ne joue pas, quoi. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup de. Et puis, c'est dû le climat actuel, donc je ne juge pas, mais je pense que la société actuellement fait que les gens sont beaucoup plus attirés par ce qu'il y a derrière que par vraiment le bien-être de leur enfant, si je peux dire. Après, je ne parle pas pour tout le monde, mais je parle de mon point de vue, quoi. Moi, je pars du principe que tout le monde a sa place. Le coach, il a sa place, il est agréé, il a passé ses diplômes pour entraîner les enfants. Les enfants doivent faire ce qu'ils doivent faire, c'est être les meilleurs possibles sur le terrain. Et les parents, ils doivent regarder derrière. Si après, chez eux, ils veulent conseiller, indiquer, parce qu'ils ont plus ou moins de connaissances, etc. Mais le truc, c'est que maintenant, les parents s'improvisent tous coach, agents, même directeur sportif, des fois. À un moment donné, je pense que tout le monde doit rester à sa place et comme ça facilitera le bon fonctionnement pour tout le monde. C'est sûr. Ouais. Du coup, donc, comment ça se passe un petit peu pour toi, donc ces années, donc après 16 nationaux, est-ce qu'il y a encore un autre échelon Bah après, c'est 18 nationaux et après, c'est FA2. ouais, Après, c'était à l'époque, tu commences à jouer un peu ouais. et pas deux, du coup, comment ça se passe pour toi? Bah écoutez, moi, je fais la première année en 18. Donc, je fais mon contrat de 3 ans aspirant. Je joue avec les 18 nationaux. Après la dernière année de mon contrat aspirant, tant que je me rappelle bien, je signe stagiaire pro. Donc, je signe stagiaire pro, je commence l'année avec la CFA2, tout se passe très bien. Arrivé le novembre, je pense, novembre, je suis appelé avec l'équipe première, à l'époque qui était en Ligue 2. Donc, pour moi, c'est passé assez vite. Donc, des fois, j'oublie peut-être un peu des étapes, mais pour moi, c'est passé ultra vite, quoi. Entre 16 U16, entre 16 nationaux et 18 nationaux et les pros, j'ai l'impression que pour moi, c'est passé ultra vite parce que j'étais en avance dans les temps de passage, entre guillemets. Donc, j'ai fait mon année, une moitié d'année de 16 nationaux. Après, j'ai joué en 18 nationaux. Donc, après, j'ai l'année d'après parce que de 16 nationaux, c'était 2 années normalement. Donc, moi, j'ai joué la deuxième année, je jouais déjà en 18 nationaux. Mm. Après, j'ai signé stagiaire pro. Et après, même pas en 6 mois, j'étais déjà avec la Ligue 2. À l'époque, j'étais déjà avec les pros. Ouais. Donc, pour moi, c'est passé ultra vite. Des fois, même si je ne jouais pas en Ligue 2, hein, mais je m'entraînais avec les pros. Je redescendais avec la CFA2. Après, j'étais sur le banc avec les pros jusqu'à ce que je passe ma première entrée, etc. Donc, pour moi, c'est passé assez vite, quoi. Donc, chronologie-là de temps, pour moi, enfin c'est aussi pour vous peut-être ou pour les gens qui vont regarder, elle est pas floue, mais elle est passée ultra vite, quoi. Donc c'est pour Ouais, ça. du coup, c'est ça. On a donc le 24 février 2012, première apparition en pro contre Tours. Donc, Ouais. comment tu l'apprends? Est-ce que déjà t'es prévenu? Et puis, comment tu te sens quand tu rentres sur le terrain, première apparition en pro? Bah ouais, j'avais déjà. Non, j'étais pas prévenu parce que à l'époque, le coach aussi très bien, très bon coach qui est Ludovic Batelli, très bon coach. Bah et non, moi je m'entraînais avec le groupe. Après, j'étais pas forcément dans le groupe. Après, la situation aussi du club était difficile parce qu'on jouait le maintien. Donc, on a fini par descendre aussi en national. Mais non, je m'entraînais avec le groupe. Un jour, il me prend dans le groupe. Je pense que j'avais déjà fait un ou deux bancs avant ça, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, il me prend dans le groupe et après, il me lance dans le bain et pas forcément de prévention parce que j'étais déjà acclimaté au groupe. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement, si je puis dire. Comme tu l'as dit, vous jouez le maintien, malheureusement, vous descendez. Donc, comment on Mhm. le vit à cet âge-là, la descente d'un club en national, et qu'est-ce que le club te dit en fin de saison? Bah, le club me dit rien parce que moi j'ai signé enfin, dans le courant de l'année en fait je pense que c'est après le premier match j'ai signé un contrat de 3 ans professionnel donc le club comme le club descendait à l'époque je sais plus si ça se fait maintenant mais il y a encore le statut pro pendant 2 ans
Ouais, Donc, on avait un contrat professionnel. Donc, le club dit rien. C'est un jeune qui est là. Il est dans le club. Il va jouer, quoi. Il va s'entraîner avec les pros. Je m'entraînais déjà avec les pros. Donc, il va avoir forcément sa chance. Et voilà, le club dit rien forcément. Après, comment on vit la descente, bon, j'en ai vécu d'autres aussi. Donc, bon, honnêtement, c'est pas. Bon, après, disons que j'étais plus touché pour les mecs de l'équipe, quoi, pour les gars qui étaient un peu plus âgés, je pense que eux ont vécu le truc différemment. Moi, j'étais un peu beaucoup plus insouciant, pas un peu, j'étais beaucoup plus insouciant et à l'époque, on se regarde plus qu'on regarde autour de soi. Donc, moi, j'étais entre guillemets, je me disais, ben, j'ai un contrat de 3 ans, je suis là. Peut-être que ça va être ma chance aussi à l'échelon inférieur de pouvoir me montrer et jouer, quoi. c'est sûr. Mm. Du coup, ouais, du coup, donc après cette saison-là, donc vous descendez en national. Donc cette année-là, tu vas beaucoup plus jouer, tu vas avoir beaucoup plus ta chance. Donc, comment ça s'est passé cette année-là pour toi? Bah, cette année-là, c'est passé dans mes souvenirs, parce que si je dis pas de bêtises, c'est le coach, c'était Francis de Tadeo. Je vais dire son nom parce Ah que ouais. moi je dis non, ça me permet de me rappeler. Très bon coach, très bon coach, très bon formateur, spécialement pour les jeunes, mais c'était trop dur. La préparation, dure, on courait. Il y a un jour, je pense qu'on est parti en prépa, je pense qu'on était, je sais plus dans quel coin de la France on était, mais un matin, j'ai failli vomir. C'était incroyable, la préparation, elle était dure, elle était dure. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de temps de jeu, mais après, moi, j'ai eu un peu un défaut, si je puis dire, c'est que moi, quand j'étais jeune, bah, j'étais vraiment dans le moment présent. Donc, ça veut dire qu'on est jeune, on veut aussi un peu profiter de la jeunesse. Donc, on fait pas mal de petites bêtises. On rentre un peu tard le soir, on sort un peu avec les copains, on va un peu faire la fête, les copines, machin. Donc, après, moi, j'étais vraiment dans le moment présent et je pense que je regrette pas jusque là, je regrette pas parce que c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui me définit, quoi. Mais, voilà, moi, je prenais le moment, les choses, j'ai toujours pris les choses comme elles viennent jusqu'à aujourd'hui. Donc, les choses, on me donne du temps de jeu. En tout cas, je respecte mon métier, bien sûr, et j'aspire à avoir beaucoup plus de temps de jeu, être décisif, etc. Mais je prenais les choses comme elles viennent, quoi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais ce que je continue de faire, quoi. Et donc, tu enchaînes une deuxième saison en nationale, tu joues Ouais, encore plus. ouais. Comment c'est passé pour toi? Tu te sens mieux dans l'équipe, vu que c'est ta presque troisième saison, ta deuxième entière, mais comment tu te sens au bout de... Ouais, je me sens mieux après parce que je prends mes repères, parce que je suis au club depuis longtemps. Donc, moi, j'étais vu comme un bon espoir du club qui a réussi, qui a été en professionnel, qui a fait ses premiers pas, qui a joué. Donc, c'était aussi une satisfaction aussi pour tout ce qui est encadrement, mes éducateurs qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'arriver jusque-là. Donc, moi, j'ai toujours été un peu choyé, si vous voulez, au centre de formation, j'étais un peu choyé. Je dis pas que j'avais des privilèges, mais j'étais un peu choyé parce que je jouais avec les catégories d'au-dessus. Pendant que, par exemple, mes années de bac, 2 années de bac pro vente, moi, j'étais déjà en pro. Donc, des fois, je ratais des cours parce que j'avais entraînement, etc. Donc, j'ai toujours été un peu plus choyé au centre de formation. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Mais c'est pas forcément une mauvaise quand on le vit. Donc, c'est après la deuxième année en pro, elle se passe comme la première. J'ai mes repères, je suis bien acclimaté à l'équipe, je suis bien dans l'équipe, je m'entends bien, tu vois, j'essaie de faire mes matchs et de faire mes prestations, quoi. Ok, donc après cette saison, tu arrives en fin de contrat. Quelle Mhm. sollicitation tu as dans cette situation? Bah, à l'époque, figurez-vous que j'avais pas grand-chose. J'avais un peu de club de national, mais bon, je voulais pas forcément rester en national parce que je pensais que, avec toute la modestie que j'aspirais à mieux. Après, j'ai eu un contact à l'étranger à l'époque, mais bon, on est un peu jeune, on est un peu frileux, et puis surtout, j'avais à l'époque un agent, donc ça venait pas forcément de lui, donc c'était un peu plus difficile. Donc moi, j'attends et il se trouve que je vais à Strasbourg. À l'époque, Strasbourg était en national et ils se battaient avec la DNCG pour rester en national parce qu'ils avaient un contrôle, je sais Ah plus, oui. avec la DNCG. Donc moi, je vais à Strasbourg à l'essai. Et donc, je vais pour m'entraîner avec le coach, tout se passe bien. Donc, on est presque arrivé à un accord. Et donc, après, moi, je devais attendre la décision de la DNCG. Et à l'époque, comme je vous disais, j'étais un peu.
moins patient que ça. Donc j'ai dit, voilà, moi, entre guillemets, ça me saoule d'attendre, etc. C'est soit vous décidez, même si la décision doit arriver, voilà. Et donc, après, je suis rentré chez moi. Je suis rentré chez moi et donc après, j'ai un peu tourné le dos à Strasbourg, tu vois, donc ça s'est pas fait. Donc après, j'ai attendu chez moi et après, bah, il y a Lille qui va arriver. Donc le chapitre Lille, je pense qu'on va emboîter le pas. Donc c'est ça qui est arrivé, quoi. Juste avant du coup de passer à Lille, tu nous as parlé, donc tu avais un agent à l'époque, euh, Ouais. et du coup tu nous dis que tu as reçu des sollicitations d'ailleurs qui ne venaient pas de l'agent, c'est ça? Ouais, parce que moi, mon agent travaillait exclusivement sur la France, et là, c'était à l'étranger. Je me rappelle plus de quel pays, ça fait tellement longtemps, mais c'était à l'étranger, et donc lui, n'ayant pas de contact forcément à l'étranger, en tout cas, du moins dans ces pays-là, donc, c'était un autre agent qui m'avait sollicité. Et puis, quand on est jeune, on se dit, voilà, moi, j'ai signé un contrat avec mon agent, donc tout doit passer par des agents, etc. Et puis, c'est après qu'on comprend comment le métier fonctionne. Donc, après, ça s'est pas fait. Et puis, moi, je suis resté avec mon agent parce que j'avais confiance en lui. Et voilà, donc, je me suis pas trompé. Et donc, dernière question sur Amiens pour boucler cette étape. Que Ouais. retiens-tu de ce passage et est-ce que pour toi c'est important pour un jeune qui a du potentiel de se développer et de passer par un centre de formation d'un club plus petit comme Amiens, avec tout le respect qu'on lui donne, mais Oui, avec les sollicitations pardon, du PSG, de Marseille, etc. Est-ce que tu penses que pour toi c'est mieux d'aller dans un club plus petit où tu pourras gratter plus vite des minutes en pro ou en réserve plus jeune? bah alors, la question, pour moi, je pense que déjà, c'est pas forcément tous les jeunes qui ont la chance d'avoir les sollicitations comme les gros clubs comme le PSG ou Lyon, les meilleurs centres de formation français. Mais je pense qu'à partir du moment où un club est professionnel et a un centre de formation, et que je pense il faut saisir l'occasion déjà. Il faut pas non plus se voir trop beau ou plus beau qu'on ne l'est. Donc, il faut saisir les sollicitations qui sont devant soi. Et surtout, je pense que c'est pas forcément plus facile parce que des centres de formation qui sont un peu plus petits, et ben, tout dépend aussi du talent. Peut-être que ton talent aussi est plus petit, tu vois. Donc, je pense il faut aussi surtout être dans le présent et vivre les choses comme elles viennent. Surtout, c'est très important. C'est le message que je veux que les gens y retiennent ou que les jeunes qui vont lire y retiennent, ou voir cette interview, pardon. C'est que faut surtout se regarder soi-même et prendre les choses comme elles viennent. Pas se faire des films ou se projeter où je veux aller là-bas, où je pense que si ça, c'est pas bien. Je pense il faut surtout toujours se regarder dans le miroir, c'est très important et surtout se développer et essayer d'apprendre le plus possible, peu importe dans l'endroit où tu es, parce que ça ne définit pas. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait de centre de formation et qui ont des très grosses carrières. Donc, je pense qu'il faut surtout prendre les choses comme elles viennent et essayer d'apprendre le maximum partout et dans n'importe quelle situation. Ok, merci pour les conseils du coup. Donc maintenant, on arrive à l'été 2014. Donc tu signes au LOSC. Tu Mhm. signes, donc toi qui avais une offre sur la table de Strasbourg en national, tu Mhm. signes, donc si je me trompe pas, avec la réserve du LOSC en C'est national. ça, c'est Du ça. coup, alors, malgré que Lille, ça soit quand même un gros club, euh, est-ce que tu regrettes, entre guillemets, de ne pas être allé à Strasbourg? Parce que du coup, tu te retrouves un échelon plus bas. Alors, non, je regrette pas du tout parce que à l'époque, en tout cas, quand l'agent me ramène l'offre de Lille, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lille, j'ai signé un contrat professionnel, même si j'étais avec la réserve, donc c'était un contrat professionnel. Donc, à l'époque, à Strasbourg, c'était un contrat fédéral. Mm. Donc, ce qui me permet ce qui me permettait de rester professionnel et surtout le projet, en tout cas comme mon agent me l'avait ramené et mis exposé. Donc, c'était de commencer avec un contrat professionnel, de faire ses preuves et que la porte, elle n'était pas fermée, en tout cas pour l'équipe première. Donc, après, moi, à l'époque, bon, aujourd'hui, avec le recul, je dis que j'ai parié sur moi-même parce que c'est vraiment le cas. Mais à l'époque, j'étais surtout, bon, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais confiance en moi, j'ai toujours confiance en moi, mais j'avais confiance en mes qualités et je me disais que voilà, c'est un pari à prendre, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé et la suite m'a plutôt donné raison. Euh, du coup, comment ça se passe quand tu arrives
au domaine de Luchin, est-ce que ça te bah, je pense que oui, mais est-ce que ça te change beaucoup d'arriver dans un grand centre de formation, dans un grand club comme Lille? Ouais, bah tu passes bon, avec tout le respect aussi que j'ai pour Amiens, mais tu passes de Amiens à Lille, c'est comme si tu passais de, je sais pas, je sais pas, de n'importe quelle ville à Las Vegas, quoi. Ouais, tu vois des étoiles, tu vois le domaine de Luchin, tu vois les pros, tu vois la façon dont l'équipe réserve s'entraîne, c'est les conditions sont optimales, quoi. Les conditions sont optimales et c'est pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en France. Mmh. Connaissant Lille et connaissant le centre de formation, pour moi, c'était incroyable. Du coup, tu nous as parlé de toi qui es en réserve, donc tu vois les pros et cetera. Il y avait qui, à cette époque-là, à Lille, Euh, dans, dans la réserve ou dans les pros? dans les pros, les joueurs qui t'ont un peu marqué? Dans les pros, il y en a beaucoup qui m'ont marqué parce que surtout qu'ils avaient gardé quand même un sacré noyau sur 2 ans avant. Ils avaient fait le doublé Coupe de France championnat, si je dis pas de bêtises. Mais ils avaient quand même des gros joueurs. Il y avait Rio Mavuba, Florent Balmont, Idrissa Gueye, Divock Origi, il était là. Ronny Rodelin, je peux tous les citer, mais c'était une sacrée équipe quand même. Une sacrée équipe. Donc, Vincent Inyama, le gardien, Oui. j'en oublie, Raymond Kerr, Marco Bacha, Nolan Roux, c'était Il y a de quoi faire. Marvin Martin. Marvin Martin, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment incroyable. Et donc, pour passer à tes performances, donc tes premières performances dans la réserve de Lille te permettent, si on ne se trompe pas, d'avoir ta première sélection avec le Congo, Ouais, c'est vrai. alors que tu joues en CFA. Donc, comment tu l'as appris et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu que tu étais sélectionné pour la première fois? Bah, franchement, c'était une fierté. C'était vraiment une fierté d'être appelé pour l'équipe de son pays, en tout cas d'origine. C'était une énorme fierté, surtout jouant dans une réserve. Mais après, je sais que, avec tout le respect que j'ai pour la sélection du Congo, c'est que j'avais déjà eu des contacts avec eux quand j'étais à Amiens. Donc après, bah, ça ne s'était pas forcément matérialisé, mais je savais qu'ils avaient un œil sur moi et qu'ils suivent beaucoup de joueurs qui sont dans la diaspora, qui évoluent en Europe. Donc, comme le vivier n'est pas forcément aussi impressionnant que dans d'autres sélections, etc., donc ils se permettent de suivre aussi des joueurs qui sont un peu aux échelons inférieurs, mais qui ont des qualités, tu vois, qui n'ont rien à envier, entre guillemets, aux autres, si je peux me permettre. Mais je l'ai appris, bah, je l'ai appris quand je venais à l'entraînement. On me ramène un courrier pour me dire que je suis sélectionné. Donc, j'étais super content, super fier, surtout pour ma mère. Surtout pour ma mère, j'étais vraiment très, très, très content et j'ai accepté les yeux fermés. Donc, du coup, suite à tes bonnes performances en CFA avec la réserve, donc tu es promu en équipe première à peu près à l'hiver, si je ne me trompe pas. Donc, raconte-nous un petit peu la transition et comment tu t'es intégré au fur et à mesure dans le vestiaire, donc avec tous les noms que tu as dit, que tu as évoqués. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont pris sous leur aile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment pris sous son aile? Bah, comment ça s'est passé déjà? Bah, j'étais chez moi déjà. C'est un matin, je me réveillais pour aller à l'entraînement avec la réserve à l'époque. Et le coach m'appelle et me dit, ouais, Kevin, bah, tu dois aller avec les pros là parce que bon, il y avait des départs à la CAN, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Il y avait des joueurs qui étaient partis à la CAN. Donc il me dit, ouais, le coach René Girard, il a appelé et il faut que tu ailles avec les pros t'entraîner ce matin. Donc je suis tombé du lit comme ça, je me réveille, moi je me suis préparé pour aller avec la réserve comme d'hab, quoi, la routine. Et on me dit non, tu vas avec les pros aujourd'hui, tu es de l'autre côté, quoi. Donc j'arrive et ça s'est vraiment super bien passé parce que déjà, moi aussi, j'avais la chance, entre guillemets, c'est que j'étais un peu plus âgé, déjà. Donc j'étais un peu plus âgé que ceux qui étaient au centre de formation parce que moi, j'étais déjà en post-formation, j'avais déjà joué, évolué en professionnel, même si c'était un peu de Ligue 2 et en national. Donc je savais à peu près c'était quoi les codes, entre guillemets, dans un vestiaire, même si c'est là, comme je vous ai dit, on est passé à Las Vegas, quoi, directement. Mais, j'avais déjà les codes et puis moi, je suis quelqu'un de très réservé déjà de base. Donc, je suis quelqu'un de très respectueux. Donc, je suis arrivé, ça s'est super bien passé. Je suis arrivé à l'époque, en plus, j'étais arrivé, ils étaient déjà sur le terrain. Donc, c'était vraiment la dernière minute, quoi. Donc, je suis arrivé, il n'y a pas eu de trucs un peu gênants, les présentations, machin, arrivé dans le vestiaire, tu vois, ça c'est un peu. Donc, je suis arrivé sur le terrain et après, je me suis entraîné. Le lendemain ou le surlendemain, j'étais déjà dans le groupe pour la Coupe de France. Donc,
Ça s'est vraiment passé naturellement, le plus naturellement possible et surtout le plus inattendu. Donc, c'est ce qui a rendu le truc un peu meilleur. Et donc, tout ceci te mène à janvier 2015 au Moustoir. Première Mm. apparition contre Lorient, tu es lancé par René Girard. Quand tu rentres sur le terrain, qu'est-ce que tu ressens, la Ligue 1, les grands noms, etc. Franchement, je pourrais pas vraiment décrire le sentiment que j'ai reçu, mais enfin que j'ai eu. Mais déjà parce qu'en fait, c'était pas programmé parce qu'à l'époque, il y a Michel Frey qui se blesse. Donc, je suis assez appelé à rentrer assez tôt, mais j'ai pas le temps de me préparer. C'est pas comme si j'avais été à l'échauffement et vu un peu le stade, etc. Donc, c'est après, je m'échauffe vite fait et je dois rentrer, quoi. Donc, c'est un peu chamboulé. Mais j'ai ressenti beaucoup de fierté à ce moment-là. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à ma mère. Vraiment, à ce moment-là, j'ai pensé à ma mère. Juste le temps de quelques secondes, hein, tu vois. Après, j'étais dans le match, mais j'ai pensé à ma mère et voilà, j'ai dit voilà. Après, je suis rentré dans le match et je pensais, j'étais focalisé sur le terrain et aider l'équipe et voilà. Donc ensuite, tu enchaînes les titularisations. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, je pense que en 10 matchs, tu fais 8 titularisations, quelque chose comme ça. Donc, j'ai Nantes, Monaco, Montpellier, Bastia, Lyon. Ouais. Donc, comment tu as gagné la confiance donc, de René Girard, le coach, alors que tu viens de la réserve, tu viens à peine d'arriver dans le groupe pro? Bah, je pense que c'est sur le terrain, tout simplement. Je pense qu'il appréciait comment je jouais. Peut-être que j'apportais aussi un certain truc qu'il n'y avait pas forcément, en tout cas chez les attaquants qui étaient présents, parce qu'il y avait aussi un peu pas mal de manque de confiance. Il y avait des attaquants qui n'étaient pas là aussi. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'apportais un petit bol d'air frais, si je puis dire, et je me suis bien acclimaté et j'ai essayé de croquer ma chance le plus possible. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, après ces nombreuses titularisations, on arrive à la fin de la saison. Et donc, quel est le projet pour toi? Est-ce que le club compte pour toi? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te promet? S'il te promet quelque Bah, chose? moi, déjà, après, il s'avère qu'après, après, je pense que c'était mon premier banc ou ma première titularisation, je pense, ou même un peu avant. J'avais renouvelé mon contrat de 2 ans. Donc, le club s'inscrit un peu sur la durée avec moi. Je suis très content, je suis très satisfait. Comme je vous ai dit, je vais peut-être me répéter, mais je vivais vraiment dans le moment présent. Donc, je prenais les choses comme vraiment du bonus, quoi. Parce que en fait, c'était la concrétisation du pari que j'avais fait sur moi avec mon agent de l'époque. On avait misé on avait fait sur cette chance-là de dire, voilà, tu vas avec la réserve, mais si tu fais tes preuves, la porte, elle n'est pas fermée. Donc, c'était pour moi vraiment la concrétisation de ces mois que j'ai passés avec la réserve et qui étaient des très bons mois et j'en suis très heureux et très fier. Mais je prends le truc comme j'ai signé 2 ans, je suis là. Jusqu'à preuve du contraire, le club ne m'a pas dit que je dois partir ou etc. Après, il y a eu un peu des chamboulements parce que le coach est parti aussi en fin de saison. Donc Hervé Renard arrive. Donc après, c'est un peu des chamboulements, mais il faut s'adapter. Mais je fais la reprise je viens avec le sentiment de voilà, je suis au club jusqu'à preuve du contraire. Et voilà. Après, comme je viens aussi de la réserve, j'étais beaucoup plus, si vous voulez, sur la réserve, j'étais beaucoup plus à même de savoir que peut-être on va me dire tu vas en prêt, etc. Parce que 8 matchs, pour moi, c'est beaucoup, mais c'est pas forcément beaucoup pour la norme, on va dire. Surtout que j'avais pas marqué, donc c'est un de mes plus gros regrets parce que j'avais des occasions, mais je les ai pas concrétisées. Bon, manque de chance, très bon gardien, peut-être moi je dois faire le meilleur geste, etc. Mais, euh, mais à l'époque, comme je viens de la réserve, si vous voulez, j'ai beaucoup plus ce sentiment de réalité que voilà, je prends c'est du bonus, et après, on sait jamais ce qui peut arriver, mais je prends les choses comme elles viennent et je me suis jamais senti arrivé au point de dire, voilà, là, je dois jouer titulaire parce que j'ai joué là, parce que j'ai fait ci, ou parce que voilà. Donc, je suis plus à l'écoute du club et de ce qu'ils veulent faire et voilà, quoi. Donc, du coup, tu as dit que tu étais à l'écoute des offres. Donc, Mhm. comment ça se passe? Donc, la saison d'après, on peut le dire, donc tu es prêté à Brest en Ligue 2. Mhm. Donc, Mhm. comment on t'annonce que tu pars en prêt à Brest? Bah, on commence la saison, on fait la préparation, on commence la préparation. Donc après, nouveau coach. Qui dit nouveau coach, surtout un coach aussi charismatique qu'Hervé Renard, donc qui dit forcément venir avec ses idées. Et puis
Et puis surtout, la transition de sélectionneur à coach, quand du moins coach d'équipe de Ligue 1, elle est beaucoup plus délicate qu'on peut le croire parce que c'est un tout autre métier d'être sélectionneur que d'être coach, en tout cas pour moi. Donc, on part au stage au Touquet, si je dis pas de bêtises. Et après, j'avais déjà entendu que, bon, après, on lisait un peu aussi les médias. Enfin, moi, je lisais un peu les médias, donc j'entends, oui, tel attaquant veut venir à Lille ou ça. Donc, voilà, je me fais pas forcément de film, mais je me dis que voilà, j'attends que le club va décider de faire avec moi et je suis à l'écoute il s'avère que voilà, mon agent m'appelle et me dit voilà, ça serait bien qu'on envisage un prêt parce que tu n'auras pas forcément beaucoup de temps de jeu, je pense qu'il faut que tu joues. Donc voilà, moi je suis à l'écoute de mon agent à l'époque et voilà, il arrive avec Brest. Et pour la petite anecdote, c'est le directeur sportif de Brest, c'est celui-là qui voulait me recruter avant que j'aille au centre de formation parce qu'il était à Niort. Donc c'était celui qui voulait me recruter à l'époque de Niort. Donc, c'est comme si pas les planètes se sont alignées, mais il a gardé toujours un peu mon nom dans sa tête, entre guillemets. Et c'était la petite anecdote, elle est marrante qu'on se soit retrouvé à Brest parce que c'est lui qui facilite ma venue et qui me veut vraiment et qui me désire pour Brest. Et tu parlais que tu regardais les médias pendant cette période entre Lille et Brest. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes d'aujourd'hui, surtout avec les médias, maintenant on a les réseaux sociaux, etc. Mais est-ce que tu conseillerais de faire vraiment attention à ce qu'on dit de médias ou toujours garder un œil pour avoir un avis extérieur? Euh, bon, après, franchement, moi, je vais pas, moi, je dis toujours la vérité. Donc, quasiment tous les jours, je regarde la presse. Donc, et surtout, après moi, surtout avec moi, j'ai un peu une situation un peu différente parce que, comme je vous ai dit, moi, je viens de la réserve, donc je ne suis jamais, c'est pas comme si j'étais formé à Lille, joué à Lille et je me dis, voilà, je suis arrivé, je veux pas regarder les médias, etc. Bon, ceux qui disent ça, généralement aussi, on sait très bien qu'ils regardent les médias. Donc, mais pour un jeune, je dirais qu'il faut regarder les médias, mais c'était différent. À l'époque, c'était les sites spécialisés. Donc, on regardait pas les rumeurs, entre guillemets, qu'on peut trouver partout. Entre guillemets, le boucher du coin, il peut avoir une rumeur et regarder, quoi. Tu vois, la diffuser, quoi. Donc, on regardait les sites spécialisés. Et puis, il faut regarder les choses avec beaucoup de détachement. Faut regarder, pour moi, en tout cas, pour ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de regarder avec beaucoup de détachement parce que même si on est impliqué de près ou de loin, et ben des fois, ça veut rien dire parce que peut-être que chacun a son projet. En tout cas, chaque club a son projet avec ses joueurs, etc. En tout cas, j'ose espérer. Ça veut dire que les situations ne s'appliquent pas forcément à soi. C'est juste qu'on regarde parce qu'on est curieux et parce que moi, je suis un passionné de football, donc je regardais parce que c'est normal aussi de s'informer. Je veux pas être dans la désinformation, mais je regarde ça avec beaucoup de détachement. Je les prenais pas forcément à cœur, ou je me disais pas, ah, un tel, il va venir, ah, c'est pour moi et tout, etc. Donc, je regarde les choses avec beaucoup de détachement et je pense que c'est ce qu'il faut faire et que c'est la marche à suivre. Du coup, donc sur cette année à Brest, en prêt, donc en Ligue 2, tu joues beaucoup. Qu'est-ce que cette année-là en prêt? Alors souvent, on dit que un prêt, ça apporte toujours, peu importe où on va, peu importe, voilà. Qu'est-ce que ça a apporté et est-ce que pour toi, il y a eu des moments marquants dans cette saison en Bretagne? Ah oui, il y a eu des moments marquants, mais vraiment marquants, parce que déjà, bon, j'arrive en prêt avec l'étiquette d'un joueur de Ligue 1. Moi, je me suis jamais considéré personnellement, et c'est pas parce que je fais l'interview, mais je me suis jamais considéré comme un joueur de Ligue 1. Parce que déjà, je venais d'en dessous, et après, j'ai gravi les échelons, mais j'ai eu la chance d'avoir joué en Ligue 1. Mais je me considérais pas comme un joueur de Ligue 1. Donc, j'arrive en prêt avec l'étiquette d'un joueur de Ligue 1, surtout qui plus est de Lille, etc. Et j'arrive et je trouve un super groupe. Je trouve un super groupe. Déjà, à Brest, on avait un super groupe, une super équipe, avec un coach Dupont, père son âme, qui est décédé. Mais moi, j'arrive à Brest avec un bol d'air frais, quoi. Je vais prendre du temps de jeu, je vais jouer. J'ai vraiment pas mal pris le fait d'être prêté. Je l'ai vraiment pas pris. Il y a des joueurs qui se disent, ah, je suis prêté parce que j'ai pas le niveau pour jouer en Ligue 1, etc. Je l'ai vraiment pas pris comme ça, en tout cas pour ma part. Donc, j'arrive dans un groupe qui est super, un groupe super sain, des super bons mecs, des mecs qui ont des grosses carrières que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Donc, c'est top. Mais après, pour revenir, parce que là, je fais la chronologie de la première partie de saison, parce que c'est vrai que je joue beaucoup en première partie de saison et beaucoup moins en deuxième, parce que il s'avère bon, quand je joue, tout se passe plutôt bien la première partie de saison.
Je marque contre Lens, donc clin d'œil à Lille. Donc ça, c'est super aussi. Mais après, il s'avère qu'en janvier, en janvier, je dois partir. Moi, en janvier, je dois partir parce que je fais des bonnes prestations en Ligue 2. Donc, un- à l'époque, je devais aller en deuxième division en Angleterre. Donc, il y avait un transfert, tout était quasiment prêt, etc. Il s'avère que cette occasion, je change d'agent. Donc, j'ai un décembre-janvier qui est agité, quoi. Et surtout qu'il y a des accords tripartis qui doivent se mettre en place parce que j'appartenais à Lille, mais j'étais prêté à Brest, donc il fallait l'accord de tout le monde. C'était un peu compliqué. Je rentrerai dans les détails un peu plus tard, mais sinon, on va rester jusqu'à demain matin. Donc, je change d'agent et il s'avère que je pars pas parce que ça bloque au dernier moment, etc. Donc, il s'avère que je pars pas. Donc, le coach Dupont, encore une fois, paix à son âme, il me fait jouer tout le mois de janvier, tout le mercato, il me fait jouer. Et après, parce que moi, j'étais parti le voir et lui dire, bah, coach, là, j'ai une opportunité. Donc voilà, moi, j'aimerais partir, saisir-là, parce que cette opportunité va me permettre de, voilà, etc. Vous savez à peu près comment ça se fait dans le métier. Donc, il me dit, OK, et tout, pas de problème, etc. Donc, je joue tout le mois de janvier et tout, mais le mois de janvier, il passe et je pars pas, je suis toujours là, quoi. 31, je suis toujours là. Et donc, après le 31, et ben, j'ai plus joué pendant 6 mois. Oui. Et du coup, Donc, pourquoi tu joues plus? Parce que tu es quand même, bah, t'es quand même en prêt jusqu'à la fin de la saison et à la base, si tu avais pris, c'est que je suppose qu'ils avaient besoin de toi. bah, je pense que le coach était un homme très fier et, et je vais pas avoir des mots déplacés parce qu'il est décédé et que c'est une très bonne personne et un très bon coach malgré tout et que quand on fait le recul, c'est plus moi qui ai en tort. Mais je pense que quand je suis parti le voir à ce moment de la saison et que tout se passait bien, qu'il m'avait vraiment tout donné, que je jouais tous les matchs et que j'étais titulaire, je pense que dans sa fierté, il l'a mal pris, quoi. Genre, entre guillemets, bah, pas tu nous manques de respect, mais tu sais, dans le sens où voilà, bah, tu veux partir, tu as une offre. Et puis je suis parti avec tout le respect que je lui dois, hein. Je suis parti avec le jeu, avec tout le. Je l'ai respecté, je lui ai dit, coach, voilà, j'ai cette opportunité-là, etc. Machin. Mais je pense qu'il a mal pris, à tort ou à raison, ça c'est propre à lui. Mais je pense qu'il a mal pris le fait que, entre guillemets, bah, il m'est tout donné et que je le lâche en plein milieu de saison comme ça. Et surtout qu'après, je pars pas, quoi. Donc, il s'est dit peut-être, voilà, ça va être un petit peu la revanche, quoi. Tu vois, donc, ça veut dire que je joue pas pendant 6 mois. Mais quand je joue pas, quand je vous dis je joue pas, c'est je joue pas. Je suis pas dans le groupe, rien. Donc, à partir du moment où tu viens en prêt, tu joues 6 mois, ça se passe plutôt bien. Tu as beaucoup de clubs qui sont intéressés, etc. Tu as, un possible transfert qui se fait pas et qui capote et que tu joues plus. Du jour au lendemain, le football, il t'oublie aussi vite que. Tu vois? Donc, il s'avère que pendant 6 mois, je joue pas. Je suis même pas sur le banc, je joue pas, je suis à la maison. Je m'entraîne, mais je suis à la maison, quoi. Donc, après cette saison en demi-teinte, tu reviens à Lille. Donc, ils ont reçu des nouvelles offres de transfert pour toi. Tu as fait une bonne première partie de saison. Est-ce que tu sens que ton statut a changé au club et est-ce qu'on te félicite pour ta première partie de saison ou pas du tout Non, ah non, du tout, parce que ce qui compte dans le football, c'est le début et la fin. Et la fin, quand tu joues pas et que tu es en prêt. En plus, moi, j'ai changé d'agent. Donc après, à l'époque, j'ai un agent qui est parti fanfaronner. Bon, je vais pas, c'est pas le but de casser du sucre sur cet agent-là, mais qui est parti fanfaronner, dire que dans tous les cas, il sera pas là à la fin de la saison, etc. Mais moi, c'est des trucs qui m'ont dépassé parce que moi, j'étais pas au courant de tout ça. Donc moi, quand j'arrive à Lille, Hervé Renard est parti. C'est Frédéric Antonetti qui est là. Et quand j'entends Frédéric Antonetti qui me dit, bah écoute, dès le début de la préparation, hein, il me dit, ben moi, pour moi, tu es en instance de départ. Donc, moi, on me dit, moi, je sais que tu es un bon joueur parce qu'à l'époque, il était venu voir jouer, il était sans club, mais il venait voir le jeu, il venait voir des matchs de football. Et il m'a dit, voilà, moi, t'es un bon joueur, mais le club me dit que tu vas partir. Donc, moi, j'ai pas le temps de me consacrer à un joueur qui va partir, quoi. Donc, à partir de là, ça lance l'ambiance directement. Et, donc voilà, le club me félicite pas parce que j'ai fait une bonne première partie de saison. C'est pas leur problème, ça, tu vois. C'est ce qui, à la fin, ce qui compte, c'est que bah, là, pendant 6 mois, t'as pas joué et que voilà, nous, on nous a dit que tu partais, donc pars, tout simplement, quoi, tu vois. Donc c'est comme ça un peu quand je reviens à Lille, quoi. Mais malgré tout, donc pour revenir un peu sur cette première partie de saison, si je me trompe pas, donc tu es appelé pour la deuxième fois en sélection congolaise. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte là-bas, autour de cette fédération? Et il me semble que tu joues les qualifs de la CAN, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais, ça, c'était déjà avec Lille. Ça, c'était déjà la première partie de saison. C'était avec Lille. Après, pour la petite anecdote, on joue les qualifications pour la CAN. On se qualifie pour la CAN 2015. Donc, moi, on joue un derby avec la réserve. J'étais pas encore avec les pros. On joue un derby avec la réserve. Donc, moi, j'ai fait les qualifications. J'ai fait les deux derniers tours de qualification avec le Congo. On se qualifie pour la CAN. Donc, je suis très content. Je me dis, voilà, bah, ça va être ma chance peut-être d'être dans le groupe, de faire la CAN, etc. On joue un match avec la réserve contre Lens, donc le derby. Je marque, on gagne 1-0. Mais vers la 30e, je pense que je prends un carton rouge. Et ben, je m'embrouille avec un joueur de Lens et je prends un carton rouge. Mais je prends un carton rouge, pas dans le jeu, donc on se chamaille un peu et je prends 6 matchs de suspension. Donc 6 matchs de suspension. Qui dit 6 matchs de suspension dit pas de compétition. Qui dit pas de compétition dit bah, le sélectionneur, il n'a pas de temps de jeu dans les jambes. Donc, quand la liste sort, et ben, je suis présélectionné, mais je suis pas dans les 23 ou dans les 25 à l'époque, je ne me rappelle plus. Donc, grosse déception aussi. Mais cette déception-là, entre guillemets, qui s'est transformée en ma chance pour aller en pro. Donc, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Donc, mais voilà, c'était l'anecdote, c'est ça, c'est que je prends 6 matchs de suspension dans le derby contre Lens où je marque et je suis très content, mais je passe du rire, pas aux larmes, mais je passe du rire, voilà, du rire au cauchemar. Donc du coup, pendant que tu étais en sélection, qui était le sélectionneur du Congo? C'était Claude Leroy, Ah oui. ouais, très bon sélectionneur, très, très bel homme, enfin, un bon homme, quoi. C'était un très bon sélectionneur, un très bon coach. Donc, je suis vraiment très content de l'avoir, d'avoir pu le côtoyer. Donc, pour en venir à ta situation au club, donc tu nous as dit Mhm. les galères qu'il y a eu en préparation avec Antonetti. Et donc, Mhm. il y a un transfert qui se passe, tu vas à Saint-Tron en Belgique. Donc, avais-tu des opportunités en France? Et si oui, pourquoi tu n'as pas voulu continuer en France? Bah, c'était pas un transfert parce que je suis parti libre. Donc, on a trouvé un accord avec Lille pour que je résilie ma dernière année. Donc, c'est pas vraiment un transfert. Je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai fait un transfert. Mais après, j'avais d'autres opportunités à l'étranger. J'ai eu beaucoup de choses à l'étranger qui sont venues, mais je me sentais pas forcément prêt. J'avais eu beaucoup d'opportunités à l'étranger, que ce soit en Turquie, en première division. À l'époque, j'ai eu l'Arabie Saoudite. J'ai eu vraiment l'opportunité d'avoir des gros contrats à l'époque, mais c'est pas ce que je favorisais, en tout cas à l'époque. Et donc, et puis surtout, après, j'étais aussi dans des problèmes d'agents, etc. J'ai eu beaucoup de choses avec des agents et tout. Ça faudrait que j'écrive un livre dessus parce qu'on n'aura pas assez de temps. Le Zoom il va couper toutes les 10 minutes. Mais donc, je trouve, mon agent me ramène Saint-Tron. Honnêtement, je suis pas forcément emballé. Je suis pas forcément emballé, je vous dis la vérité, parce que j'aspirais à mieux. Après, c'est vrai que quand tu fais 6 mois sans jouer, et que après, surtout, en fait, dans le comparatif avec les offres que j'avais à l'étranger et ce que Saint-Tron l'offre de Saint-Tron, et surtout que je connaissais pas forcément la Belgique, je connaissais pas la Jupiler, etc. Donc, je pense qu'après, ça s'est ressenti par mes prestations et par le fait que je sois resté 6 mois. Mais c'était vraiment pas le lieu où je voulais être quoi, à l'époque. Et je pense que ça s'est ressenti. Et puis, on peut pas cacher. Et puis, je me mens pas à moi-même. Donc, j'ai le recul nécessaire pour dire qu'à l'époque, je voulais pas aller à Saint-Tron et je suis allé un peu par dépit, quoi. Mmh. Et du coup, donc tu l'as un peu amorcé, donc tu restes que 6 mois à Saint-Tron. Hem, qu'est-ce que qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Pourquoi tu pars à l'hiver? Avec le recul, il y a beaucoup de facteurs qui n'ont pas marché. Déjà, c'est que quand mentalement, on n'est pas forcément emballé par un projet où on n'est pas forcément prêt à aller, pas qu'on y va à reculons parce que on aime toujours le foot, mais quand c'est pas forcément l'option privilégiée, et ben ça se ressent. Donc moi, c'était pas forcément mon option privilégiée, donc je pense que ça s'est ressenti, que ce soit par le langage corporel ou par tout un tas de raisons. Après, tout un tas de raisons extrasportives, si vous voulez, qui sont arrivées. C'est que moi, je suis arrivé à Saint-Tron en plein milieu de la préparation, mais ils avaient déjà commencé le championnat. Donc j'arrive, j'ai pas forcément de temps parce qu'après, avec Lille, comme on négocie aussi la résiliation, je m'entraînais plus. Donc j'arrive à Saint-Tron, je suis pas forcément prêt physiquement.
Puis les Belges, ils aiment courir. Ils aiment courir beaucoup, tout ça. Donc, moi, déjà, j'ai un temps de retard. Donc après, et surtout que le championnat a commencé, donc on te montre que t'as pas forcément, t'as le temps, mais pas trop le temps parce que le championnat il a commencé, donc il faut qu'on ait des résultats. On est un petit club, faut qu'on se lance, qu'on trouve la carburation, qu'on prenne le maximum de points possible. Je pense que vous savez comment c'est. Donc j'arrive, premier match. En plus, moi, mon premier match, c'est contre Anderlecht. Ah, Donc et je pense que j'ai fait une semaine d'entraînement, je pense même pas 10 jours, et que je suis sur le banc contre Anderlecht et je rentre et tout se passe bien. Je fais une très bonne rentrée, ça se passe bien. Donc le match d'après, je suis titulaire. Mais je suis titulaire contre Courtrai. Au bout de, franchement, même pas 15 minutes, je prends un carton rouge. le retour. Donc, faute. Après, bon, semelle un peu élevée. L'arbitre, l'appréciation, il décide de mettre un carton rouge. Mais c'est pour dire que c'est pour emboîter le pas que quand on n'est pas forcément à l'aise dans un environnement, et ben, ça se ressent. Tous ces petits Hein. trucs-là, ah, voilà, c'est un tout. Et donc, je prends un carton rouge et je joue pas. Donc, je prends 2 matchs de suspension, je joue pas. Puis je sens que le club il tire un peu la gueule, le coach tire un peu la gueule parce que voilà, je prends un carton rouge, j'handicape un peu l'équipe et puis je joue pas. Et puis derrière l'équipe, je crois, a de bons résultats. Je crois qu'il fait un match nul ou une victoire, si je dis pas de bêtises. Mais avec le coach, ça passait pas quoi. Avec le coach, ça passait pas. C'est jamais passé du début parce que je pense que l'image que je lui ai renvoyée, donc je mets pas le tout sur lui, même s'il a ses torts, mais je préfère parler de mes torts à moi. Comme ça, c'est parce que c'est moi qui m'intéresse. À la fin de la journée, c'est moi qui m'intéresse. Je pense que l'énergie que je lui ai renvoyée, elle n'était pas bonne. Parce que le body language, il n'était pas bon. Je pense qu'après aussi, il y a beaucoup de, c'est spécial aussi. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés, si vous voulez. C'est que, par exemple, le club à l'époque donnait une voiture du club. Et moi, j'ai dit, ben, j'avais ma voiture, donc j'ai pas besoin forcément, même si c'est dans mon contrat et tout, ben, forcément, moi, je voulais pas la voiture du club. J'étais à l'aise avec ma voiture, etc. Je pense que ça aussi, ça a fait grincer des dents parce que Saint-Tron, c'était un petit club. On arrive avec une voiture qui est un peu plus au-dessus de la moyenne, entre guillemets, en tout cas de la classe de Saint-Tron. Donc, je pense que c'est plein de petits trucs comme ça qu'on fait quand on est jeune et qu'on se rend pas forcément compte que par rapport au regard extérieur, ça peut renvoyer une mauvaise image. Donc, je pense que c'est plein de petits trucs comme ça. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de tabou. Donc, moi, je suis arrivé avec une Mercedes noir mat. Donc, à l'époque, voilà, pour moi, rien de choquant, mais je peux comprendre avec le recul que ça puisse interférer ou ça puisse interloquer les gens qui sont en face de moi parce que je refuse la voiture du club. Mais c'est pas que je la refuse, j'en veux pas, c'est que je veux pas avoir 2 voitures, ça m'intéresse pas. Je veux dire une voiture et voilà, et surtout que Saint-Tron c'est tout petit. Donc c'est pas Saint-Tron qui va me faire 100 km par jour, quoi. Donc j'habite en plus, j'ai eu la chance de trouver un appartement où j'habitais juste en face du stade. J'avais même pas besoin de prendre ma voiture, j'allais à pied, je traversais la route. Donc, je pense que c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait que peut-être que interprété de mauvaise façon, parce que j'ai jamais, loin de moi, l'idée de me la raconter ou voilà, mais c'est juste que j'étais à l'aise avec ma voiture. Mais c'était loin de moi l'idée de. Je pense que ça a mal été interprété dans le sens, voilà, il se la raconte, quoi. Le raccourci, il est vite pris, il se la raconte, le body language, il n'est pas bon, comme je le dis. Donc, je pense que du début, ça s'est passé comme ça, quoi. Et puis, l'image, une fois que l'image, elle est arrêtée, généralement, la première image, les gens s'arrêtent dessus, ils prennent pas le temps de creuser et de savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que je suis loin de me référencer à une voiture, une Noirmat, ou etc., quoi. Ouais, donc, je suis beaucoup plus que ça et je pense qu'il faut me connaître, mais il n'a pas pris le temps de me connaître. Et puis, forcément, aussi, à, peut-être à mes dépens, peut-être que j'étais pas forcément aussi ouvert, mais malgré que l'on avait un super groupe, on s'entendait super bien. Il y avait beaucoup de joueurs français. Donc, il y avait Bamba aussi, Jonathan Bamba, qui était là, qui était en Oui. prêt. Il y avait Pierrick Valdivia, qui a fait une grosse carrière à Lens, qui était là. Il y avait un autre, Johan Boli, qui a une grosse carrière aussi, qui a fait la CAD, qui vit sa carrière. Il y avait aussi un très bon ami à moi, Fabien Tchenkoa. On avait une bonne équipe de Français. Après, je pense que le courant, il n'est pas forcément passé parce il est pas forcément mal passé qu'avec moi. Donc, je ne veux pas dire que c'est du racisme envers les Français, mais tous les Français sont partis quasiment en janvier. Donc, pour dire que Jonathan Bamba était prêté par Saint-Etienne, il est parti à Angers. Donc après, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Saint-Tron du domaine extrasportif qui ont fait que la mayonnaise, elle n'a pas forcément prise. Ah, par rapport à ce que tu as dit, bon, tu as dit c'est peut-être pas du racisme, ou en tout cas, tu peux pas le, tu peux pas le prouver, on va pas faire de Ah la. oui, oui, non. Mais
c'est vrai qu'on a quand même cette impression qu'il y a une sorte comment je pourrais dire ça? Une sorte de division en Belgique entre la Flandre et la Wallonie, entre les néerlandophones et les francophones. Donc, si je dis pas de bêtises, Saint-Tron, c'est en Flandre, c'est ça? Non, c'est Flandre. Wallon, c'est ceux qui parlent français, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est Flandre, oui, c'est Flandre, c'est Flandre. Flandre. Du coup, tu penses que Oui, ça a pu jouer? bah, honnêtement, te dire non, ce serait mentir. Te dire non, ce serait mentir. Moi, je l'ai ressenti, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai ressenti parce que le premier jour, un truc tout con, mais je vais faire mes courses à l'épicerie et je dis à la dame, je lui parle en français. Et elle me dit, non, on ne parle pas français. Pardon, excuse-moi. Elle me parle directement, non, non, on ne parle pas français, on parle flamand, je sais pas quoi, etc. Donc ouais, moi, je me ressens en direct. En fait, cette petite altercation, même pas un jour que je suis dans le pays, je la ressens en direct. Après, avec les joueurs, le climat et l'ambiance, avec les joueurs flamands, je sais pas, elle était pas ouf. J'ai pas honte de le dire parce que c'est pas un secret. Et puis, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Donc, pour moi, c'était vraiment pas ouf. Je pense que, en tout cas, pour ma part, j'ai pas pris de plaisir à Saint-Tron et je pense qu'ils n'en ont pas pris avec moi aussi à leur échelle aussi. Mais malgré tout, après, j'avais quand même réussi à regagner ma place après ce carton rouge. Il y a eu un match où j'ai marqué, on avait gagné 1-0, si je dis pas de bêtises, et le club était dans une situation difficile. Donc après, j'ai quand même, malgré tout ça, ben, je suis toujours un grand professionnel et je fais toujours ma part du boulot. Et quand je suis sur le terrain, je défends toujours les équipes que j'ai à défendre avec la même passion voilà, et ce qui m'anime, quoi. Donc, après ces 6 mois chargés, tu fais tes bagages et tu t'envoles vers le CSKA Sofia. Donc, Ouais, c'est ça. comment ce transfert s'est effectué? Comment il s'est passé? Bah, il s'est passé qu'à Saint-Tron, j'ai eu un problème avec le coach. Donc, le coach voulait plus qu'on m'entraîne avec l'équipe première. J'étais avec l'équipe réserve euh, pour une histoire d'amende qui n'était pas forcément à moi, mais bon, bref, c'était une longue histoire. Donc, je me retrouve avec l'équipe réserve. Je fais le mois de janvier avec l'équipe réserve. J'ai un peu de sollicitations, mais rien de sérieux. Et j'ai cette offre-là qui tombe le 30, quoi, le 30 janvier. Le mercato ferme le 1er, mais je dois voyager le 31, etc., signer le contrat, etc., toutes les démarches, me libérer de Saint-Tron, parce que j'avais signé 2 ans. Donc, donc après, bon, c'était pas le plus dur, c'est libérer de Saint-Tron, parce que il me voulait plus, je voulais plus. Donc, c'était pas le plus dur. Mais après, organiser toute la logistique pour voyager, etc. Donc après, ça s'est passé comme ça, arrivé le 31. C'est encore une fois un autre agent qui m'a ramené, pas mon agent actuel, mais enfin que j'avais à l'époque, qui m'a ramené Saint-Tron. Donc c'était encore aussi une autre paire de manches parce qu'il faut discuter, il faut s'entendre, etc. Donc, mais après, tout s'est passé relativement facilement. J'ai pris mes affaires, j'ai voyagé. Je suis arrivé en Bulgarie, et j'ai signé mon contrat dans les temps et tout s'est fait naturellement et facilement. Donc, à ton arrivée, tu joues beaucoup, tu es titulaire à peu près un match sur deux. Mhm. Donc, vous finissez troisième de Mhm. saison régulière. Et donc, après, donc, en Bulgarie, il y a c'est scindé en deux, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a une Ouais, phase c'est ça, pour le titre et une phase pour la relégation. c'est Donc, ça. tu es deuxième après, dans cette deuxième Mhm. phase. Donc, Mhm. explique-nous un peu donc, ton intégration express. Tu arrives le dernier jour du mercato dans l'équipe et, Mhm. euh, et ton ressenti sur la fin de saison. Bah, j'arrive en Bulgarie, déjà j'arrive, comme tu as dit, c'est express, donc il faut jouer, faut s'acclimater rapidement, et puis c'est surtout la vraie première expérience à l'étranger, c'était celle-là, parce que la Belgique, je compare pas, parce que je peux pas rentrer en France avec un peu de voiture, quoi, tu vois. Donc là, c'est vraiment un autre environnement, une autre langue. Faut parler anglais, même si j'avais des bonnes bases, mais j'étais pas forcément bilingue à l'époque. Donc, faut parler anglais, faut s'acclimater, c'est un autre environnement, une autre mentalité, une autre façon de jouer au football. Et puis, j'arrive en même temps qu'un attaquant brésilien. Donc, on arrive en même temps. Et, euh, et donc, l'acclimatation se passe plutôt bien. Je m'entends bien avec les mecs de l'équipe. Sofia restera de mes meilleurs souvenirs parce que mon fils est né là-bas. Donc, ça restera mes meilleurs souvenirs aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Mais sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Après, je mets du temps à m'adapter
parce que c'est un autre football. Et puis j'avais surtout aussi sorti de Saint-Tron, donc ça m'avait quand même marqué mentalement. Donc j'ai mis du temps à me reprendre goût au football, me réacclimater. C'était vraiment quelque chose de très difficile. Et puis surtout, c'est le fameux attaquant brésilien qui arrive et qui met des buts tous les matchs. Donc c'est difficile parce qu'on est en concurrence, mais on s'entend super bien, on s'entendait super bien. Donc pour moi, j'ai jamais vu la concurrence comme quelque chose de je dois te tirer dessus pour jouer, tu dois me tirer dessus pour jouer. Donc on se tirait la bourre, mais il s'avère qu'il avait pris une longueur d'avance et j'ai aucune honte à le dire parce que il s'avère qu'à la fin de la saison, il fait un transfert, il fait un très gros transfert en Chine, mais il marquait des buts tous les matchs et puis moi je prenais le temps de jeu qu'on avait que j'avais à disposition et j'essaie d'en faire profit quoi. Mais ça c'est plutôt, je dirais que je garde un très bon souvenir de la Bulgarie et une très bonne image en général, surtout du CSKA parce que c'est l'un des clubs mythiques de la Bulgarie. Donc, la chance d'arriver dans ce gros club, pour moi, c'était génial, même si à l'époque, on connaît pas forcément quand on joue en France ou en Europe, on ne se regarde pas forcément ces pays-là, mais c'est des pays qui sont fous de football avec des très grosses histoires européennes. Donc, la chance d'arriver dans ce club et d'avoir fait partie de ce club, c'est juste magnifique. Et juste, c'était qui cet attaquant brésilien et tu sais ce Il qu'il... s'appelle il s'appelle Fernando Caranga. Hmm. Il est parti en Chine, il a fait 3 ans, peut-être 4 ans, peut-être. Et là, il est retourné au CSK. Ah ouais, d'accord. Et il marque toujours des buts. Et c'est un très bon gars, c'est un très bon gars, c'est un très bon gars, donc je suis très content. C'est tout pour cette première partie. On espère qu'elle vous aura intéressé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette consultation. À À plus. plus.